Voilà, bonjour à tous et merci d'être présents sur ce Bonjour à live tous. avec Jean-Guillaume Bélier, donc thérapeute et conférencier. Oriane, je te propose de commencer les Donc je suis moi Oriane, créatrice de René, et j'ai à cœur de proposer un autre regard sur le monde et d'aider le changement intérieur de chacun. J'ai commencé une série de live depuis déjà 2 semaines sur le thème de l'alimentation, et là on s'est associé avec Nathanaël Francisco pour aborder le sujet des émotions, qui est aussi très important dans ce chemin intérieur. Donc, comme je suis adepte des visions holistiques, j'accompagne sur les chemins de l'alimentation sensorielle, de la guérison émotionnelle et de l'accouchement physiologique. Voilà pour moi. Nathanaël, tu te présentes ? Donc de mon côté, ma page Facebook, c'est Soul Body Poem, c'est la poésie de l'âme et du corps. Et ce nom symbolise mon approche de la guérison et du bien-être qui passe par le corps. J'offre à Lyon des séances d'accompagnement thérapeutique individuel et des massages hawaïens Lomi Lomi. Oriane et moi partageons une vision du monde. C'est pourquoi on a décidé de vous proposer ensemble une série de rencontres co-organisées par René et Soul Body Poem sur le thème des émotions et de l'accompagnement thérapeutique. Ça, c'est chouette. Donc, notre invité aujourd'hui est Jean-Guillaume Bélier, thérapeute et conférencier, et il est l'une des personnes que nous connaissons dans ce domaine qui nous semble très pertinent, et avec une approche des plus transversales, ressemblant dans sa pratique un grand nombre de techniques et de connaissances issues de domaines variés. Nathanaël, je te laisse les énumérer. Jean-Guillaume, en plus de tes intérêts variés pour le Reiki, le massage, le Qigong, le Tai Chi, l'Aïkido, la psychogénéalogie, les méditations dynamiques, le tantra et le chamanisme, tu t'es formé à la respiration consciente, au massage sensitif, aux thérapies psychocorporelles, à l'écologie intérieure, et tu as aussi entamé en 2020 une formation en hypnose ericksonienne transpersonnelle. Après 20 ans, elle est en cours. Tu l'as entamée cette année. Donc après 20 ans en tant que professeur agrégé d'histoire-géographie, tu as bifurqué il y a plusieurs années vers une nouvelle carrière et tu offres aujourd'hui des accompagnements individuels et collectifs. Jean-Guillaume, nous aimerions commencer notre échange en abordant la question des émotions. Pourquoi sont-elles aussi importantes et comment déterminent-elles nos vies ? C'est une vaste question. Les émotions, souvent, on dit que c'est ce qui met en mouvement. Je suis tout seul, je ne vous vois plus. Bon, les émotions, on dit que c'est souvent... Mince, on t'entend. On dit que c'est ce qui met en mouvement. En fait, on est dans un bain d'émotions permanent. Les émotions, on les perçoit par les sens corporels, par les sens synesthésiques ou kinesthésiques. Synesthésique, c'est le mot le plus précis qu'on peut trouver. Et on est tellement habitué à les sentir qu'on en a presque perdu l'habitude d'y prêter attention. Et on est dans une société qui a l'habitude de plutôt, refouler ou nier l'existence de ces émotions. On sait qu'elles existent, mais on a tendance à vouloir être zen ou à vouloir être calme. C'est un peu la donne collective qu'on a. Et on est tout le temps, en fait, en train de vivre des émotions. Normalement, les émotions ne doivent nous traverser que quelques instants pour nous indiquer la marche à suivre. C'est-à-dire qu'on doit recevoir des informations corporelles qui nous donnent la bonne direction, ou la direction la plus optimale pour avancer. L'exemple le plus parlant, le plus criant, c'est que vous marchez dans la rue et il y a un bus qui arrive, ou une charge de CRS, c'est parfois plus à la mode, il y a quelque chose de dangereux qui arrive. Et là, l'émotion arrive, la peur arrive, on n'a pas le temps de la sentir et simplement on va être mis en mouvement pour sauter de côté et éviter le danger qui nous fonce dessus. Ça, c'est le principe de l'émotion. C'est une alerte, c'est un signal d'alerte corporelle qui nous dit qu'il se passe quelque chose. Et nous, dans notre société, on l'a transposé en signaux et on les appelle des émotions. Alors, on en a 3 de base, la peur, la colère et la tristesse. Mais en réalité, c'est uniquement des sens physiques qu'on traduit en langage. On appelle ça des émotions. Et on en a tout le temps, sans arrêt. Alors, évidemment, on préfère avoir des émotions non perturbatrices. On préfère être dans l'amour et la joie, parce que c'est nos émotions de base, naturelles. C'est notre état habituel. Sauf que collectivement, on sent qu'on est tous un peu sortis. Et on quête ces 2 émotions, la joie et l'amour, en permanence. On est tout le temps en train de les chercher, de trouver des moyens
d'essayer de penser positif ou je sais pas quoi, enfin, de faire plein de trucs pour essayer de retrouver cet état. Et effectivement, le problème, c'est que combien de temps on y est sur une journée dans cet état de flux, de joie, d'amour, de paix. Et il y a plein de gens qui ne sont pas beaucoup. Et ceux qui y sont tout le temps, on va les appeler des êtres éveillés parce qu'effectivement, il y a quelque chose en eux qui rayonne, ils sont dans une grande stabilité. Voilà. Qui fait envie. Ouais. Pour commencer, à la base de tout être humain, donc des petits, je voudrais que tu nous définisses ce que sont les traumas du développement et en quoi ils affectent nos vies d'adultes. Alors, ta question, ça serait de savoir comment, par rapport au développement, je n'ai pas bien compris exactement ce que tu voulais savoir. Voilà, qu'est-ce que c'est que les traumas de développement? Qu'est-ce que les traumas de développement? Donc, quels sont les traumatismes qu'on a enfant et en quoi ils affectent nos vies et comment? Alors, Et les voilà. traumas de développement, c'est quelque chose qui est récent qui est assez récent. Disons que depuis 150 ans, on commence à se rendre compte, on sait que ce qu'on fait aux enfants, la façon dont on les élève, va avoir un impact sur le fonctionnement de l'être humain à l'âge adulte. Donc on peut s'en servir soit de manière très coercitive pour faire que les humains soient dociles, ou au contraire, on peut leur donner un développement qui va rendre leur vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équilibrée. Je travaille sur l'accompagnement à la naissance, et voilà un des premiers traumatismes par exemple. Dans les accompagnements que je propose, on sait que tous les moments avant la naissance et que ceux du moment de la naissance vont impacter l'être humain. Donc, les états dans lesquels les parents sont vont impacter le fœtus, il va sentir, va baigner dans un bain de stress ou un bain au contraire de quiétude et de paix, et ça va impacter sa façon de vivre à l'âge adulte. C'est ce que Freud ou d'autres Freud a mis en évidence en appelant ça l'inconscient. Ouais. Donc, on a l'ensemble de ces connaissances-là, de ces programmes. Le mot programme ne veut pas dire grand-chose. Il fait un peu référence à l'informatique, mais en gros, on a un ensemble de savoirs, de connaissances, d'état intérieur. Et je vois que je parle plus près de mon micro. Voilà. Vous me dites si ça va mieux. Et donc, on a un ensemble d'éléments qu'on intègre au fur et à mesure de la conception, la grossesse et la naissance et la petite enfance, qui vont imprimer tout au long de notre vie des réactions quasi automatiques. Par exemple, je pense à une personne que j'accompagne ou que j'ai accompagnée qui retrouve une mémoire corporelle de sa naissance où elle a failli mourir. Donc, cette angoisse de la mort ne va pas la lâcher jusqu'à temps que plus tard, à l'âge adulte, elle va s'en occuper. Cette angoisse de mourir vient peut-être du fait que la naissance s'est mal passée ou par exemple, elle peut sentir la détresse de sa mère qui se sent abandonnée par son père au moment de la grossesse. Alors si c'est une fois, ça va, mais si c'est pendant des mois que la maman se sent abandonnée, eh bien, le fœtus va s'imprégner de ces états-là. Alors, évidemment, on ne le retrouve pas forcément d'une manière qui paraît... comment dire, c'est pas évident. C'est pas un souvenir qui est aussi conscient que ça. C'est dans une espèce d'état dans lequel on a une drôle d'émotion, où on se sent pas bien, on se sent triste. Et chaque fois que quelqu'un va nous dire bah, « je te laisse, j'y vais », alors surtout si c'est un compagnon avec lequel on vit, tu vois, bah, je te laisse, je dois partir. On va avoir des espèces d'états intérieurs d'angoisse qui viennent de ces traumas, de manque, d'angoisse que nos parents avaient. Voilà. Et on peut multiplier comme ça les exemples à l'infini. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'au présent, on va vivre quelque chose où on a une espèce de surréaction émotionnelle. Alors, quand on a un bus et qu'on saute de côté, c'est normal d'avoir peur. Mais si je suis en train de faire la cuisine et tout d'un coup, mon fils ou ma fille fait tomber quelque chose par terre, et mon Dieu, c'est le drame, je pète un câble, je me mets à leur crier dessus. Vous voyez le genre de truc complètement débile. Hein. Donc, tout on m'accompagne, elle est en train d'essuyer avec une éponge, elle ne fait pas comme je veux, et on devient complètement, en disant complètement, ça n'a rien à voir avec la réalité. On ne voit plus Jean-Guillaume. Ouais, on ne voit plus. Vous m'entendez encore ou pas? On t'entend bien, effectivement, mais on ne te voit plus. Bizarre, hein, les mystères de la connexion. C'est vrai. Voilà. Normalement, c'est toi qui peux faire quelque chose, Nat. Peut-être. Alors, moi, je le vois juste plus dans BeLive, mais peut-être que tu peux. Alors, Jean-Guillaume. Oui, super. Voilà, ça s'est déconnecté. Est-ce que tu m'entends bien, Oriane? Est-ce que vous m'entendez bien, Maëlys, par exemple? Je vois qu'il est Moi, en train de suivre le live. sans problème. Sans problème pour vous entendre et voilà, vous voir. je suis revenu normalement, ça arrive.
Parfait. Voilà. C'est les... Voilà. Oui, super. Je reprends des exemples. On a Là, changé on de est place. on est simplement en train de faire un truc anodin dans une cuisine, et ça, l'activation émotionnelle de la colère, par exemple, elle n'a pas à voir avec la situation réelle. C'est juste une réactivation d'un traumatisme de notre développement infantile. C'est-à-dire qu'on n'a pas été, nous, accueillis quand on était enfant. Mais on l'a oublié. Et ça, dans nos cultures, on en a des dizaines. On sait, quand on lit, par exemple, les anthropologues ou les ethnologues comme Jean Lidoff, qui a écrit le concept du continuum, qu'il y a des sociétés qui ont un soin attentif, qui prennent soin des enfants d'une manière que nous, on ne connaît pas. Les enfants sont accompagnés et ont peu de traumatisme. C'est-à-dire qu'ils sont respectés dans ce qu'ils font, on ne leur crie pas dessus, on ne leur donne pas dessus, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent toute la journée. Et il est à supposer que ce sont des adultes qui ont peu de traumatisme. Donc, qui sont assez cool, j'imagine, au quotidien, et qui sont tranquilles parce qu'ils ne sont pas réactivés sans arrêt. Voilà. Alors, quand moi j'accompagne des gens qui ont des super gros traumas du développement, ils sont battus, ils sont séquestrés, insultés, ils ne sont pas aimés, ils ne sont pas désirés, ils ont une naissance qui se passe dans des conditions apocalyptiques. Alors, ils sont sauvés de justesse parce qu'on va utiliser des forceps, on leur fait une césarienne, leur mère est complètement anesthésiée par des médicaments, vous voyez. Voilà. Et quand on accumule ça, Le plan de ouais, c'est ça. rêve. C'est-à-dire que quand la personne s'incarne, elle tire le gros lot. Waouh, je vais devoir m'incarner dans ces conditions-là. Alors c'est dur, effectivement, mais ça se guérit, ça se transforme. Et ça fait souvent des gens qui ont une grande empathie et qui ont une grande capacité d'écoute, d'aide. Mais ça peut aussi faire, et c'est ce que raconte Alice Miller dans ses livres, où elle prend l'exemple de tous les criminels, ben c'est ça fait aussi des criminels. C'est-à-dire que leur douleur, leur souffrance intérieure sont telles qu'ils ne peuvent la sentir, ils ne peuvent pas retrouver l'origine de tout ça. Ils ne savent pas quoi en faire, ils vont le projeter sur l'extérieur comme une espèce d'exorcisme, et ça fait des psychopathes, des criminels. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tous les traumas du développement, parce qu'il y en a plein. Il y a des anodins, il y a des trucs qui parfois Évidemment. sont des traumas scolaires qui paraissent dans nos sociétés bénins, mais moi quand j'accompagne les gens et qu'on retombe sur le moment où l'enfant était à la maternelle, il fallait quitter sa maman, et puis l'enfant ne voulait pas, et puis la mère elle le laisse de force. Alors des fois il y a des mamans, ça pourrait être des papas, mais souvent on confie plus aux mamans la tâche de faire ça. Mais l'enfant il ne veut pas quitter sa mère, il n'a pas envie à ce moment-là, et pas comme ça. Et là on va s'en préparer des jolis, parce qu'avec le confinement, les règles actuelles vont être en septembre pour les petits qui vont rentrer à 2 ans et demi, 3 ans en maternelle. Ils n'auront pas le droit d'être accompagnés de leurs parents. Or souvent, quand même, ils ont le droit de rester avec leurs parents. Mais là, ça fait des traumatismes. Et qui sont... Exactement. Et puis ils arrivent dans une classe où il n'y a pas le droit de se toucher, pas le droit d'être touché, avec des instituteurs qui ont des masques. Enfin, il y a une distanciation sociale, justement, qui est très malvenue chez les enfants et qui crée de gros traumas aussi. Oui, alors ça va créer des gros traumas, effectivement. Et ces traumas sont aussi rapportés à l'ambiance dans laquelle l'enfant grandit. Si tout le monde le traumatise, il n'a pas conscience qu'il est traumatisé. C'est d'autant plus dur à l'âge adulte de le comprendre. Et nos sociétés sont en train de faire cette bascule, de prendre conscience qu'il y a des traumatismes. On sait que ça a un impact de taper les enfants. Mais pendant des siècles, les enfants étaient tapés de tous les côtés. Donc personne ne se rendait compte de l'origine des souffrances que les gens vivaient. Simplement, ils étaient maltraités à tous les niveaux, de tous les côtés. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que si un enfant, c'est moins fort aujourd'hui. Mais par exemple, un enfant qui avait des mauvaises notes à l'école, des notes faibles, des notes basses, rentrait à la maison, puis il s'en reprenait un coup, une rousse de ses parents. Une rousse, hein, il est violemment battu. Et ça fait des doubles traumatismes. Voilà. Donc il y a comme ça des successions de traumatismes qui s'accumulent et qui font, et qu'après on peut s'étonner que les humains ils soient coupés de leur joie et de leur amour. Mais ils ont tellement pris cher dans leur enfance, hein, ils ont tellement dégusté, que comment est-ce que ça peut être autrement? Alors tout ça, ça se récupère. Les enfants, par exemple, petits, ont une espèce de ressources. Mais Excuse-moi Jean-Guillaume, je te coupe. On me dit que sur ma page, parce que c'est un peu compliqué, je m'entends en écho, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais on me dit qu'on t'entend très mal. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Je ne sais pas, parce que j'ai pas. On connaît le problème avec Oriane, parce que quand j'ai fait participer au forum de l'enfance libre, on pouvait trouver les liens sur ma page, sur mon site.
j'avais régulièrement ce problème-là de connectique. Ouais. Je peux faire un test et me couper quelques instants et me rebrancher sur une autre connexion, celle de mes voisins, Simple. et voir si ça marche. On va faire ça. Je me déconnecte. Merci à mes voisins. Voilà. Désolé, hein, c'est les aléas du direct. Ouais, c'est ça. On Tout revient à au fait. temps de l'ORF, il y a une connexion qui est pourrie. Moi, je suis très content, Jean-Guillaume, que tu aies fait voilà, cette distinction aussi des traumas du développement. Pendant un moment, je les ai pas vraiment considérés et je regardais les blessures du passé, les blessures de l'enfance, comme étant peut-être pas allant jusqu'à pouvant être qualifiées de trauma, mais en fait, je pense que c'est vraiment subjectif et qu'effectivement, des blessures qui peuvent paraître anodines sont parfois ressenties comme extrêmement violentes et peuvent créer des charges émotionnelles, et donc des blessures vraiment profondes qui vont rester actives dans le corps et qui vont venir effectivement faire écho à de nouvelles situations et donc réveiller des émotions en nous à l'âge adulte sans qu'on ait conscience de leur origine dans le passé. Oui, ça c'est essentiel ce que tu dis. Il faut aussi comprendre que quand on vit des traumatismes, on a un mécanisme naturel de protection qui est la dissociation. C'est-à-dire qu'on va se scinder quand c'est très grave, on va se couper. Donc par exemple les enfants, alors, je ne sais pas que ça arrive à tous, mais j'ai observé dans les cas cliniques, enfin la clinique c'est la pratique, que les enfants qui ont été en couveuse tombent sur des gros manques. Ça laisse quelque chose, ça laisse des traces, mais ça laisse des traces, c'est pas des souvenirs qu'on a conscients, ce sont des souvenirs, des états intérieurs de détresse. Et le bébé, ou plus tard quand on est enfant, quand c'est trop grave, on se dissocie. Le cas classique, c'est des gens qui manquent d'être violés, ou plutôt les femmes qui sont violées, qui vont se dissocier, qui se coupent pour ne pas se sentir. Je me rappelle une femme, par exemple, qui avait eu un accident de voiture, donc à l'âge adulte, et elle était sortie de son corps. Donc elle avait vu l'accident d'en haut. Parce que comme ça, elle était protégée. Mais c'est quelqu'un qui était habitué par la violence qu'elle a vécue enfant à justement vivre ce phénomène de dissociation. Et tout l'intérêt de la psychothérapie ou de la thérapie, c'est de réintégrer ces parts-là, progressivement et par différentes méthodes. Ce qui permet de ne plus vivre ces états dissociatifs. Un état dissociatif, par exemple, on le vit quand vous êtes face à une autorité qui vous fait peur. Et vous perdez vos moyens. Vous savez, le truc, on ne sait plus ce qu'on veut dire. On a une espèce de brouillard dans la tête. On ne sait plus ce qu'on veut raconter. Bon, ça, c'est un exemple. Effectivement, oui, Peter Levine, notamment, mais aussi Luc Nicon parle une situation traumatique, des différentes possibilités qui sont le combat, la fuite, l'inhibition ou la dissociation, ou éventuellement on vient de rajouter plus récemment la prise de pouvoir ou la négociation. Mais il semblerait qu'effectivement, physiquement, que ce soit au niveau musculaire et au niveau du système nerveux, il y a vraiment quelque chose qui reste inscrit quand il y a cette dissociation qui se produit et effectivement un trauma, une charge émotionnelle qui s'inscrit dans le corps profondément. Tout à fait. C'est-à-dire que la connaissance est en train de s'élaborer sur tous les effets que ça a. C'est-à-dire qu'on ne va plus pouvoir nier les effets de la façon dont on a été accompagné par les adultes quand on était enfant. Alors Luc Nicon reprend une partie. Alors Luc Nicon, c'est l'inventeur d'une technique qui s'appelle Tipeee, qui permet justement de faire des déblocages de ces traumatismes. On peut citer, il y a plein d'autres techniques qui permettent, ou d'outils de connaissances, en fait, qui permettent de réactiver des processus naturels de guérison. Effectivement, super. Donc on dédie toute une partie de cette rencontre à la guérison et au processus de guérison. Juste pour faire le lien sur les traumas du développement, en fait, comment est-ce que les traumatismes et les blessures de mes parents se transmettent à travers les générations? Comment est-ce qu'une blessure va passer de mes grands-parents à mes parents, à moi-même et peut-être à mes enfants si je ne viens pas libérer ces blessures? Alors là, tu fais référence à la psychogénéalogie. Et effectivement, je vais faire une analogie. Vous avez envie d'avoir des vaches qui sont tranquilles. Eh bien, chaque génération, vous allez sélectionner les vaches qui sont les plus tranquilles. Vous pouvez faire pareil avec les chiens. Vous prenez les chiens les plus agressifs
Et au bout de 10 générations, vous aurez des chiens qui sont super agressifs et ils vous défendront bien. Au contraire, vous aurez des vaches très dociles, très gentilles. Donc on sait qu'à chaque fois qu'on choisit chez un mammifère un type, un enfant avec des qualités particulières, bah, ça va se retrouver au niveau génétique. Et ça va se transmettre de génération en génération. Donc il y a visiblement une transmission génétique. Alors, je ne sais pas comment elle se fait, par les caractéristiques. Évidemment, l'enfant baigne dans une ambiance. Donc s'il est entouré avec des parents qui sont aimants, ben, ça va se transmettre par mimétisme. Ça, c'est le deuxième effet. C'est-à-dire qu'on apprend par mimétisme. Donc la généalogie et l'ambiance dans laquelle on grandit. Donc si ta grand-mère, elle vit la guerre, ton arrière-grand-mère vit la Première Guerre mondiale, elle est hyper stressée, à ce moment-là, dans le stress, elle a des enfants. Les enfants vont avoir une modification au niveau de leur gène. Alors je ne sais pas lesquels, mais ça va impacter quelque chose. Donc ils vont naître au monde avec la mémoire traumatique dans le ventre, plus des gènes qui se seront peut-être modifiés. Et puis en plus, après, ils vont grandir avec une grand-mère qui est complètement flippée. Donc ils vont apprendre ça par mimétisme. Voilà. Donc il y a tous ces effets-là. Après, en psychogénéalogie, on sait aussi qu'il y a des transmissions qui ont l'air plus inconscientes. Des mémoires qu'on ne va pas capter par le bain. Par exemple, je pense à une personne que je vous donne un exemple. Ça se passe sur plusieurs générations. Je vais essayer de le résumer, parce que quand ça se passe sur plusieurs générations, c'est compliqué. Disons que la grand-mère de la personne et le grand-père ont un enfant, mais ça se passe mal à la naissance, et le médecin dit « Monsieur, vous ne pouvez plus toucher votre femme, vous ne pouvez plus avoir d'enfant, sinon elle risque de mourir. » Donc abstinence totale, ils ne font plus rien, ils n'ont plus d'enfants. Mais la fille qui va naître, la petite fille, elle se rend bien compte que ses parents ne sont pas heureux, mais elle s'en rend compte inconsciemment, elle n'a pas de mots, mais elle voit bien que ses parents ne sont pas heureux, ils ne font pas l'amour, ils ne font plus d'enfants. Donc elle va intégrer inconsciemment le message, ben nous, en tant que parents, on devrait bien vouloir des enfants. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va répondre aux besoins inconscients de ses parents à la génération suivante. Donc elle va faire des enfants pour ses parents. Et qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois qu'elle aura un enfant, elle va les confier à ses propres parents, elle ne va pas les élever. Voilà le type de mécanisme qu'on peut retrouver. Ça, c'est un premier niveau d'analyse par rapport à la psychogénéalogie. On va répéter des traumas. Et bon, donc, en Occident, ça fait quand même un petit paquet d'années qu'on a des guerres. Donc, on peut supposer que nous sommes tous des êtres très, très anxieux et très stressés. Et qu'on a sélectionné les hommes plutôt pour combattre, parce qu'ils ont tous survécu, ceux qui ont fait des guerres. Donc, on est plutôt le résultat de combattants. Et puis vous, mesdames, vous êtes, je regarde Oriane, hein, vous êtes plutôt le fruit d'une sélection, d'une soumission. Les bonnes nouvelles, c'est là où je change. Tu vois, les femmes sont sélectionnées parce que ça fait quand même 2-3 millénaires qu'elles sont soumises. Quoi, hein. Bon, il y en a quelques-unes qui se sont révoltées, mais quand elles se révoltent, elles se font cogner dessus et elles meurent. Mais ça ne marche pas tout à fait comme ça quand même. Hein. Il y a quand même des garde-fous, visiblement. Quelque chose de l'intelligence humaine fait qu'on n'accepte pas et qu'on ne va pas se soumettre, même si on est dans un corps qui génétiquement a été programmé pour se soumettre. Et vous pouvez sentir ce décalage. Par exemple, en tant qu'homme, on peut sentir qu'on va avoir des réactions quasi automatiques, très virulentes dans la colère, alors qu'on sent qu'à l'intérieur, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Et au contraire, je ne sais pas si ça te parle, Lauriane, ou ceux qui nous écoutent, vous pouvez sentir que vous n'avez pas du tout envie d'être soumise, mais alors il y a un truc qui s'active chez vous, qui est la soumission. C'est une hypothèse, hein, elle n'est pas vérifiée, je ne l'ai pas vue, mais je pense qu'elle tient la route. L'autre hypothèse qui répond à ta question est à aller voir du côté des vies passées, des vies antérieures. Alors là, ça peut être de la science-fiction pour ceux qui sont très matérialistes, mais je suis désolé. Je pense que les deux axes sont, tu vois, c'est deux raisons possibles. C'est-à-dire que considérer que les vies antérieures n'existent pas, c'est un peu simpliste. Alors, je ne peux pas détailler ici, il faudrait qu'on fasse une vidéo juste là-dessus. Je vous invite à aller sur mon site et à regarder les références que j'ai indiquées. Mais il y a des chercheurs qui ont travaillé sur les mémoires des enfants, parce que c'est difficile de prouver qu'il y a des vies passées, c'est quasi infaisable quoi, par la raison. Mais il y a 2-3 moyens d'aller vérifier que ça existe. Donc faisons l'hypothèse, pour les matérialistes, que nous avons peut-être des vies antérieures. Et ça peut expliquer qu'il y a aussi des mémoires que nous portons en nous, mais à un autre niveau, et qui peuvent aussi s'activer, comme des souvenirs de quelque chose qu'on a déjà fait et qui peuvent nous perturber. Donc ça sera un autre niveau de perturbation que l'aspect génétique ou les traumas du développement de l'enfance. Voilà. Et je pense que ça serait dramatique pour l'espèce humaine de se fermer des portes de guérison. Donc s'il y a des traumatismes de vie passée et qu'on en garde des mémoires, autant aller s'en occuper, en prendre conscience et les guérir.
Et pour moi, ça serait dogmatique que de ne pas vouloir regarder de ce côté. Voilà, mais c'est trop long à développer. Ouais. Maintenant, je crois qu'on a pris conscience des problématiques quand même des traumas. Tu t'es formé à de nombreuses approches thérapeutiques. Qu'est-ce qui fonctionne selon toi et J'ai pas compris pourquoi? ta question, ça a coupé, pardon. Donc, tu t'es formé à de nombreuses approches thérapeutiques. Qu'est-ce qui fonctionne selon toi et pourquoi? Différentes approches? Parce que j'étais pas bien. Oui, mais qu'est-ce qui fonctionne dans toutes ces approches? Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne? et pourquoi? Je pense que on doit trouver l'invariant. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Alors, il y en a, à mon avis, deux. Il y a le premier invariant, c'est dans la démarche thérapeutique. On rencontre une personne qui est bienveillante à notre égard et qui va jouer ce que Alice Miller a appelé le rôle de témoin lucide. C'est-à-dire qu'elle va nous montrer qu'on a été martyrisé, traumatisé. Et enfin, on va pouvoir se sentir accueilli dans l'enfant, le bébé qu'on était. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on a enfin une épaule, quelque chose qui vient accueillir. Ça, c'est une des premières bases. On a quelqu'un qui accueille la détresse qu'on a subie et qui la reconnaît. Et j'invite à être vigilant. Beaucoup de thérapeutes, enfin, non, je ne peux pas dire beaucoup, c'est faux. Il arrive que certains thérapeutes ou certaines personnes vous accompagnent et ne reconnaissent pas et ne voient pas le traumatisme. Et ça en crée un deuxième. Je ne sais pas, moi, si vous racontez que vous avez été martyrisé par vos parents et qu'ils vous ont battu, et puis que le thérapeute dit « Ouais, c'est pas grave, vos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu », et passe complètement à côté de votre traumatisme. Et ça remet une couche. Donc, il est important de prendre conscience de ça, que certaines personnes ne sont pas à même d'entendre que vous avez été traumatisé et elles ne vont pas le reconnaître. Voilà, donc là, partez, allez voir quelqu'un d'autre qui est capable d'accueillir la détresse que vous avez vécue. Hein, c'est comme si tu as une femme qui est violée, on lui dit « Oh, mais c'est pas grave ». Oh, ben vous l'avez, voilà, ce qu'on va dire souvent, c'est oh, vous l'avez bien cherché avec votre mini-jupe. Vous voyez le genre de réponses qui vont créer un deuxième traumatisme. Donc, la première chose, c'est la qualité d'accueil de l'accompagnant. Va-t-il reconnaître ou non le traumatisme? Et ça dépend de ce que lui, il a fait. Si lui, il a été au fond de ses blessures, il n'a pas de mal à y aller. Il sait ce que ça fait. Voilà. Et puis, il est capable d'accueillir la réalité de ce que vous avez vécu en tant qu'enfant. Mais si, par exemple, on tombe sur un trauma scolaire et que l'accompagnant trouve que l'école, c'est très bien et que c'est parfait, qu'il ne faut pas y toucher, là, vous allez passer à côté d'un truc à nouveau. Donc ça, c'est vraiment une subtilité importante. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième, je pense que c'est qu'il y a des processus naturels de guérison qu'on est en train de mettre à jour. Il y en a un paquet. Alors, il y a des processus corporels que Nathalie connaît bien, toi aussi tu connais bien. Il y a des processus profonds, corporels, qui ne sont pas situés dans la sphère intellectuelle et néocorticale, le cortex préfrontal qui réfléchit, qui analyse. Ça se passe à un autre niveau, dans des zones plus reptiliennes ou plus limbiques, je schématise, et qui vont s'activer, qu'on va laisser faire. Et il y a plein de procédés qui existent depuis la nuit des temps, qui sont aujourd'hui mis à jour et qui sont faciles à mettre en œuvre, pour autant qu'on se donne les moyens de le faire. Il nécessite deux choses, d'être conscient qu'on a un corps qui a des douleurs, qui a des souffrances, et d'être observateur de ça, mais de surtout laisser faire le corps. Et il y a plein d'outils aujourd'hui, il y a énormément de choses qui existent, on pourrait les citer, parce que c'est vraiment une bénédiction pour nous, quoi. On a tout sous la main, il n'y a plus qu'à. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On est une génération, on a une possibilité de guérison et de transformation phénoménale. Les générations d'avant ont fait le taf, ils nous lèguent un savoir considérable, ils ont exploré énormément de choses. Depuis Reich, en passant par plein d'autres chercheurs que je ne vais pas tous citer, mais il y a vraiment eu une exploration depuis les années 70. Et avant, on ne pourrait pas refaire l'historique. Et donc aujourd'hui, on a des connaissances qui permettent d'aller débloquer les niveaux corporels. On pourrait parler de l'EMDR, on pourrait parler de Peter Levine, Luc Nicon, tu l'as cité, mais aussi les méthodes NERTI, etc. Il y en a vraiment une grande quantité. Et toutes, je pense, ont comme invariant de laisser les guérisons se faire à un niveau profond dans l'être, dans le corps. Et on est observateur. Je pense que la sagesse, par exemple, dans les sagesses asiatiques, ça avait été compris. Et beaucoup ou même dans le chamanisme, il y avait une compréhension que c'était dans les mécanismes profonds du corps que quelque chose se régulait à un niveau de l'être. Voilà. C'est intéressant. Moi, je regardais notamment un documentaire sur les soufis d'Afghanistan récemment de Arnaud Desjardins. Et donc, il y a un moment, c'est le zikr, c'est le rappel de la connexion divine. Mais comment on y accède? C'est via la respiration et puis un espèce de mantra qu'on répète. Et en fait, la libération aussi du corps. Donc, il y a un moment où je vois cette assemblée qui rentre dans une espèce de transe. Et
il y a des respirations qui se libèrent, il y a des gestes, des tremblements. Et en fait, je reconnais dans cet événement spirituel le processus naturel de libération des émotions et des blessures, c'est-à-dire en conscience témoin, observer son corps qui connaît déjà le chemin pour aller libérer les blessures, les traumatismes. Et en fait, l'excédent d'énergie dont parle Peter Levine, qui est créé face à la situation dangereuse, on a cette option soit de combattre, soit de fuir, et soit il y a l'inhibition ou la dissociation. Et dans cet état-là, cet excédent d'énergie ne sait pas où aller, il vient se stocker dans le corps et il y reste et il va faire écho et revenir vibrer et se réactiver quand on va vivre différentes situations ou rencontrer différentes personnes qui indirectement, sans qu'on le sache, vont activer cette blessure-là. Et effectivement, je partage avec toi et on le partage aussi tous les trois à travers le prisme de l'écologie intérieure et de l'alchimie émotionnelle, ce processus naturel de régulation des émotions, de transmutation directe qui passe par le corps. Tout à fait. Alors là, tu donnes des noms et je vais rendre à la personne qui l'a nommé, c'est Yann César, qui a été un de mes formateurs et qui m'a permis d'intégrer avec précision. Lui, il a trouvé des mots qui sonnent justes. C'est-à-dire que comment nommer ces processus spontanés du corps qu'on va retrouver dans différentes cultures, j'y reviendrai après. Donc lui, il a appelé ça alchimie émotionnelle et transmutation. Je tiens juste à dire qu'on a prévu de l'interviewer aussi. Très bien. Voilà. Et c'est-à-dire qu'il donne un nom qui permet, un nom global qui permet d'intégrer l'ensemble de ces processus qui existent dans différentes cultures. Simplement, comment chaque culture va l'activer, va le mettre en route. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, d'avoir assisté à des trans des Gnawa, des musiciens Gnawa. Les Gnawa, ce sont au Maroc, ce sont d'anciens esclaves noirs qui viennent du bassin de Guinée, qui font entrer des gens en transe pour faire des guérisons. Et qu'est-ce qui se passe dans ces transes? Des strates émotionnelles refoulées remontent, et je me rappelle, donc c'était très impressionnant. Il y avait des musiques, des machins, c'est très puissant comme le truc. Et qu'est-ce qui se passe? La vieille mamie qui est là, qui est malade, à qui on fait la cérémonie, se met à entrer en transe, alors qu'elle est censée être mourante et qu'elle ne peut pas bouger. Mais qu'est-ce que fait son corps? Il active les processus de régulation. Corinne Sambrin, qui aujourd'hui ramène dans le monde occidental les connaissances du tambour et des connaissances chamaniques, qu'est-ce qui se passe quand elle active les sons dans le cerveau humain? Ça déclenche des tremblements et des mouvements. Donc il y a des invariants de la guérison qui touchent le corps et les processus naturels. Alors, parfois, ils paraissent invisibles parce que ça peut durer un instant. Le fait d'être entendu, par exemple, dans une séance de thérapie ou d'accompagnement, la personne va être parcourue de frissons parce qu'elle est reconnue, quelque chose se régule et elle est guérie. Si on regarde du côté de l'hypnose, par exemple, on sait que des processus s'activent de la même manière. D'ailleurs, les premiers à avoir utilisé l'hypnose, qui ne s'appelait pas comme ça, mais qui s'appelait le sommeil magnétique, je vous renvoie aux travaux de Bertrand Meust, observez aussi des tremblements et des mouvements du corps. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a certainement un invariant de la guérison humaine, parce que nous sommes des mammifères. Après, il y a peut-être des phénomènes qui facilitent. Comme on a tendance à avoir, et là je vais rejoindre les vidéos que tu as fait Oriane avant, on a tendance à avoir des béquilles alimentaires par exemple, qui vont éviter justement le défoulement ou la fuite, qui vont participer plutôt à l'inhibition de l'action dont tu parlais, Nathanaël. Et on va par exemple manger plein de sucre, parce que ça va nous shooter, ça va nous mettre dans un état d'apaisement temporaire. Donc quand on passe à des régimes où on va commencer à se défaire de ces béquilles, alors là, ça peut remonter. Ah, on n'entend plus Jean-Guillaume. Sa connexion... Je reviens. Ça y est. Voilà. Je dis qu'à ce moment-là, quand on passe à des régimes où on enlève ces béquilles, eh bien, ça devient plus délicat parce qu'on va retrouver les structures non guéries. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Comment est-ce qu'on les accueille? Et on a des risques et des biais culturels, c'est de continuer à refouler, parce que ça fait flipper, quoi. Un corps qui tremble dans tous les sens, quand vous le voyez pour la première fois, c'est super étonnant. Et puis on a peur pour soi, parce qu'on a tellement appris qu'il fallait contrôler son corps et qu'il fallait être comme ça, pas bouger. Alors que quand ça se passe, c'est juste libérateur. Mais un corps qui bouge dans tous les sens, ça ne se fait pas, c'est mal, quoi. C'est pas notre culture. Donc, c'est une nouvelle façon
relationner avec son corps, avec son psychisme. Et de ne pas rentrer dans des trucs qui vont le conditionner encore plus à devoir empêcher les processus naturels d'avoir lieu. C'est souvent un des gros problèmes. C'est que, par exemple, les gens viennent en thérapie, Luc Nicon ou Olivier Ebon, qui est à Lyon, Nathanaël, que j'avais interviewé, témoignent de ça, c'est-à-dire que les gens vivent le processus, mais n'en ont pas conscience. Donc il y a toute une partie de formation, de connaissances à avoir pour comprendre ce qui se passe et réactiver le processus. En gros, j'aurais envie de dire que les humains, ils ont besoin d'apprendre à faire pipi leurs émotions. Bon, la métaphore elle est un peu nulle, mais bon, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire que quand vous avez envie de faire pipi, vous allez faire pipi, vous ne posez pas des questions. C'est volontaire, en même temps, c'est involontaire, vous lâchez prise. Et quand nous, on a des émotions, il veut parler, quand nous, on a des émotions, et bien notre culture nous a appris à tout garder, comme ça, là, il y aura des tout coincé. Alors qu'on peut vraiment s'en occuper autrement. Mais je partage à 100% cette analyse en fait de comprendre, d'avoir mis les doigts donc il y a 2 ans en découvrant l'écologie intérieure sur ce processus naturel de libérer ses émotions en fait au lieu de les refouler, au lieu de les défouler, au lieu d'être identifié à la situation, c'est-à-dire c'est cette personne, c'est cette situation qui crée mon émotion, bon c'est en dehors de moi, finalement je peux rien faire, alors que de prendre conscience que ça vient réactiver mes charges émotionnelles, que cette émotion m'appartient, et d'aller au bout de ces sensations physiques, et donc de laisser se dérouler le corps, et de voir qu'en fait il y a une espèce de climax de l'émotion, des tremblements, des contractions, et que derrière, paf, il y a une libération, et donc ce phénomène de transmutation dont parle Yann Thibault, et un retour à la joie, à la sérénité, à la puissance. Je trouve que ça permet du coup de réhabiter son corps, en fait, de se laisser traverser par la vie, en fait, et de vivre les choses dans tout le spectre des émotions, de pas se bloquer à juste les émotions positives, et du coup de se sentir vivant et de revenir dans le corps, dans l'instant présent. Et il y a quelque chose d'extrêmement libérateur et presque jouissif, en tout cas plaisant dans le fait de vivre ce qui nous traverse. Oui, tout à fait. Hein. C'est quelque chose qui est biologique. Donc normalement, on devrait avoir plaisir à le faire. Simplement, c'est juste une histoire de conditionnement. On est habitué à ne pas s'en servir. Donc comme toute fonction, quand elle est peu utilisée, on a du mal à la faire fonctionner. Et puis, c'est une histoire on est des êtres sociaux et très grégaires. Donc beaucoup de gens ont tendance à faire comme leurs voisins. Comme si c'est des modèles. Je veux dire, quand on est enfant, nos modèles, c'est James Bond pour les garçons. Je caricature, hein, mais voilà. Tout le monde n'a pas ça comme modèle. Mais on nous montre des êtres qui sont hyper contrôlants, James Bond, par exemple, j'avais écrit un texte, c'est un psychopathe, quoi, c'est un tueur, un type qui tue froidement, qui a une pathologie de séducteur, et on nous le montre comme un type qui est génial. Mais c'est ridicule. C'est un pauvre bonhomme, quoi. D'ailleurs, dans les derniers, il est alcoolique. Parce qu'il se fait comme ça. Donc, enfin, il touche à ses émotions. Donc, on pourrait regarder comment, dans le cinéma, on va avoir une mutation progressive où les personnages qui nous sont présentés, qui par mimétisme vont nous inviter à changer de culture, vont peut-être commencer à s'ouvrir à leurs émotions. Vont peut-être commencer à sentir qu'ils peuvent avoir droit à la colère. Mais pour l'instant, ça reste confidentiel. Or, c'est en train de se diffuser. C'est en train de se diffuser. On est en train de comprendre qu'on peut, par exemple, être un homme sensible, et que c'est pas parce qu'on est un homme sensible qu'on a, excusez-moi d'être vulgaire, mais qu'on n'a pas de couilles. Et pour les femmes des ovaires, je suis un peu vulgaire, mais c'est pour bien faire comprendre l'idée. Hein, c'est qu'on peut être sensible et puissant et incarné. C'est deux choses différentes. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, quand on ose traverser ses émotions, il y a plein de gens qui le font. Hein. Il y a plein de gens qui vivent ça, mais d'une manière complètement spontanée. Parce qu'ils ne sont pas pris par les dictates et les interdits d'être ce qu'on est. Souvent, ça va être dans certains milieux populaires. Les gens n'ont pas tous ces trucs-là où il ne faut pas faire ci, il ne faut pas être comme ça, il faut se tenir droit. Non, les gens sont beaucoup plus spontanés dans plein de cultures. Et plus on a une culture du contrôle, plus les gens souffrent. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Donc, ils vont imprimer à l'extérieur leur désir de contrôle, d'obligation, de contrainte. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Super,
Hyper intéressant. Alors, des questions du public, je crois pas qu'il y en ait vraiment encore, mais n'hésitez pas. Moi, du coup, je voudrais rebondir. Il y a énormément de thérapies, on l'a vu, tu nous as donné l'invariant. Tu nous as aussi dit que c'était déterminant le positionnement du thérapeute. Et donc, selon toi, comment choisir son thérapeute? C'est une très très bonne question. Alors sur mon site, www.l'atelierduBélier.com, Bélier j'ai 2 L, je suis du signe du Bélier mais mon nom en a 2 L. Sur mon site, vous avez un onglet qui est vraiment en première page, c'est comment choisir un thérapeute qui est bon pour moi. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts, je suis allé le copier chez Alice Miller. Parce que Alice Miller, qui est très pertinente, voilà, qui est une chercheure, une femme remarquable qui est décédée il y a une dizaine d'années maintenant, a vraiment réfléchi à ce que c'est qu'être accompagné et à ce que c'est que les blessures de l'enfance. Et je lui dois beaucoup dans mes connaissances. Donc, elle donne une série de 12 questions à poser à son thérapeute. En gros, si vous voulez trouver un bon thérapeute, renseignez-vous sur les différentes méthodes qui existent, regardez les critiques qu'il y a, mais surtout, ça va être une histoire de feeling. Comment vous vous sentez avec? Et est-ce que vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez? Est-ce que lui, dans sa vie personnelle, ce qu'il a fait a impacté sa vie? Est-ce que ça a changé quelque chose? S'il ne vous répond pas, partez. S'il vous répond non, mais moi je ne suis pas là pour vous parler de moi, partez. Vous allez voir quelqu'un qui va vous accompagner dans votre psychisme, dans vos blessures les plus profondes, et vous n'auriez pas le droit de lui poser des questions. Non, alors là, vous en allez tout de suite. C'est une des questions à poser. Donc il existe effectivement plein de méthodes différentes. Moi, je pense qu'il est important que vous ayez conscience en tant qu'être qu'il y a des processus naturels, donc peut-être autant aller auprès de méthodes qui utilisent ça. Voilà, et vous devez vérifier cette qualité-là du thérapeute dans son accompagnement. Donc il n'y a pas forcément de bonne méthode. Par exemple, l'hypnose peut être utilisée de manière très autoritaire, où on va décider de ce qu'on fait. J'ai des témoignages où par exemple un thérapeute il dit mets ta peine dans ton cœur et tu sens que ça s'apaise. Mais la personne, c'est absolument pas son besoin à ce moment-là. Et donc évidemment, 15 jours après, la personne elle a des palpitations dans le cœur parce qu'elle a tout refoulé. Donc l'outil dépend de la façon dont la personne a guéri en profondeur de ses souffrances et comment du coup elle va la mettre en œuvre. Et ça, c'est difficile à déterminer. Donc un psychanalyste peut être génial dans l'accompagnement, il peut aller très vite, mais si il ne laisse pas les processus naturels se faire, ça peut être complètement à côté de la plaque. Donc il y a plein d'outils et de connaissances, mais c'est surtout l'adéquation que vous allez avoir avec la personne et la qualité de relation. Après, pour moi, il y a des outils qui sont plus pertinents que d'autres, parce qu'ils vont travailler sur l'inconscient. Ils vont aller voir plus ou moins en profondeur. Mais rien ne dit qu'un thérapeute comportementaliste ne pourrait pas être intéressant pour aider une personne. Ça dépend de là où on veut aller. Et qu'est-ce que c'est que la guérison, la transformation? C'est aussi la question à se poser. Qu'est-ce que je viens chercher? Qu'est-ce que j'en attends? Et qu'est-ce que moi je vais faire à partir de ce que l'autre, de ce tiers, de cette autre personne, ce qui m'apporte? Parce que là, on parle de guérison psychique, mais on sait que les maladies sont liées à des conflits biologiques. On sait que les maladies ont en gros deux origines, ce qu'on mange, ce qu'on ingère, les pollutions extérieures. Et c'est évident que si on mange de la merdouille qu'on nous sert dans les fast-foods et dans le monde industriel, on va tomber malade. Voilà, quoi. C'est une évidence, quoi. Alors ça peut marcher 5-6 ans, mais quand on voit ce que les enfants aujourd'hui vont ingérer quand ils vont au supermarché, ils sont résistants. Hein. Ils sont résistants. Oui. Parce qu'ils en ingèrent des saloperies. Quoi. Entre les pollutions atmosphériques, les pesticides et tous les sucres raffinés, et tous les colorants et les autres adjuvants, enfin tous les trucs pourris qu'on leur donne, plus les vaccins, waouh! C'est là qu'on voit à quel point on est fort, on sait s'adapter, même les enfants battus arrivent quand même à être heureux, à être équilibrés. C'est hallucinant, oui, sur l'alimentation, sur les émotions, on a une capacité de dépasser tout ça phénoménale. Oui, jusqu'à un certain point, des fois ça craque. En tout cas, voilà, je sais plus où j'en ai, j'ai perdu le fil de ma pensée. Le premier point, c'était oui, les maladies. Et l'autre aspect des maladies, c'est l'ensemble des traumas du développement, tous ces choses qu'on accumule, qui à un moment donné vont faire que pour ne pas tomber dans ce que tu as dit, fuite, attaque ou inhibition de l'action, le cerveau va déclencher une maladie. Il va déclencher une maladie spécifique qui répond au traumatisme qu'il vit. Et ça peut être rendu réversible, c'est un processus de réparation à la condition, enfin,
les conditions existent. Mais par exemple, il y a des gens extrêmement malades qui sont couchés, quasiment moribonds, on les emmène à Lourdes. Ils ne parlent pas, hein, c'est quasiment des gens dans le coma. Vous avez des témoignages très sourcés de médecins, et ils guérissent. Où est le processus naturel dont on vient de parler avant? Qu'est-ce qui a guéri la personne? Mystère, hein, voilà. Pierre-Jean Thomas Lamotte, qui a un centre qui est à Lyon, où tu habites, Nathanaël, est aussi très intéressant parce qu'il fait partie de ces médecins qui ont cherché à décoder, à décrypter ces processus-là. Et lui, ce qu'il a déclenché, c'est qu'il a vu quelqu'un guérir justement dans une église. Une personne qui était en chaise roulante et qui s'est levée et qui s'est mis à marcher. Il a dit, moi, je suis neurologue et j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à faire ça, donc il faut que je retourne comprendre comment ça marche. Donc ça veut dire qu'au-delà du thérapeute, quelque chose de la guérison peut s'activer. Et ce quelque chose, à l'heure actuelle, on peut essayer de l'aborder avec la biologie, etc. On peut s'en rapprocher, mais peut-être que ça peut aussi nous échapper, parce que c'est d'autres dimensions de l'être, une dimension peut-être plus spirituelle, plus subtile. Voilà. Du coup, je réponds à la question de Fabien Domer, c'est ça. Alors, quels peuvent être les avantages ou les inconvénients d'une thérapie de groupe ou individuelle? Alors, les avantages, il y en a de nombreux. C'est-à-dire qu'on est confronté, puis ça dépend comment c'est fait, mais on est confronté à l'autre, et on se rend compte que l'intime est universel. C'est-à-dire que nos pères humains, nos pères PIRS, hein, nos frères et sœurs humaines, ont aussi vécu des souffrances. Et on se rend compte qu'on n'est pas tous les seuls. Donc ça fait plein de points d'appui, plein d'autres humains qui vivent les mêmes souffrances que nous. On se sent un peu moins seul. Voilà un des avantages. Enfin, il y en a plein, hein, je ne peux pas tous les lister, mais c'est un des avantages, c'est surtout celui-là. On peut cheminer collectivement et partager nos souffrances, et on en a besoin. On n'est pas obligé d'être enfermé dans un coin. On peut avoir l'appui d'un groupe, d'un collectif, et on sent que c'est soutenant. C'est réparateur. Voilà. J'ajoute sur ce point-là, sur la thérapie de groupe, juste sur l'expérience, hier soir, donc on anime à Lyon des jeux de relations authentiques, donc qui sont des groupes où dans des jeux ludiques et dynamiques, en binôme, en trinôme ou parfois collectif, on va venir se révéler et donc s'autoriser à être soi et donc vulnérable, parler de ses émotions, de ce qu'on ressent dans l'instant et donc être vu comme ça et voir les autres dans ces situations-là. Il y a quelque chose de profondément aussi thérapeutique et quelque chose qui fait il y a quelque chose de l'ordre de la guérison, je pense, dans ces moments-là où on s'autorise à être et on se sent reçu. Et donc je pense que ça, dans une thérapie de groupe, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi qui se joue. Tout à fait, tout à fait. Les avantages sont innombrables. Moi, j'anime aussi des stages, donc des thérapies, des stages où on va toucher à de la thérapie en groupe. Et c'est une intense richesse. Chaque groupe est unique. C'est comme si les gens se donnaient rendez-vous et les synchronicités sont à l'œuvre. C'est-à-dire que les blessures de l'un vont répondre à l'autre. Par exemple, une jeune femme qui a 20 ans a un problème avec sa mère. Dans le groupe, il y a une femme qui a 60 ans qui a un problème avec sa fille, etc. Et des choses comme ça, c'est sans arrêt, sans arrêt. Telle personne a vécu tel traumatisme, elle va rencontrer la personne qui a vécu le même traumatisme et elles vont cheminer ensemble. Les groupes, c'est une grande richesse parce que c'est un endroit où enfin on va lever les masques, c'est le cas de le dire en ce moment, hein, on va lever les masques et on va pouvoir enfin respirer avec les autres nos blessures et voir que c'est absolument pas grave de lever les masques. On va pouvoir aller dans l'intime, chose qui est souvent rare parce qu'on a peur en allant dans l'intime d'être attaqué et blessé. Parce que c'est souvent ce qui se passe quand on lève nos blessures, ça se retourne contre nous. Si dans une entreprise on raconte qu'on a des problèmes dans sa famille, on sait que ça peut se retourner, ça va être utilisé. Là, il n'y a aucun risque. A priori, personne ne va utiliser ça contre nous. Souvent, les gens, on garde ça de manière confidentielle. Voilà. Alors, les inconvénients, oui, vas-y. Et c'est bienveillant. Hein. Tout le monde ayant des problèmes sait que on ne vient pas là juste pour le plaisir de raconter nos malheurs. Oui, c'est ça. Alors, les groupes, moi, que j'anime, comme il y a énormément, à l'intérieur, on utilise des processus de transmutation émotionnelle, les êtres s'ouvrent. Il y a quelque chose d'eux qui s'illumine à chaque journée, ils gagnent. Ils ouvrent, ils sont plus rayonnants. Donc, c'est de plus en plus facile d'aller voir les blessures, puisqu'on en ressort. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas en profondeur, au contraire, ils vont en profondeur, mais à chaque fois, quelque chose d'eux rayonne. Donc, quand on ressort de 5 jours de stage, ou de 2 jours de stage,
surtout 5 jours, il y a quelque chose qui s'est réintégré de l'être. On est véritablement rebranché sur sa nature. Et on a pu le vivre collectivement. On a pu voir que c'était possible de le faire avec les autres. L'autre avantage, et ça c'est beaucoup de gens que je reçois, viennent parce qu'ils ont envie d'apprendre à accompagner. Ils ont envie de savoir quoi faire quand il y a quelqu'un en face d'eux qui est bloqué. Parce que, je ne sais pas, je pense à une personne, son compagnon fait la gueule, elle retombe dans un traumatisme, ça lui rappelle son père qui lui faisait la gueule, évidemment elle ne s'en rappelle pas, et donc elle est complètement perdue. Et donc là, elle va pouvoir, par exemple, accompagner un homme qui vit sa colère. Mais il la vit pour lui. Mais elle voit le type qui a la colère, elle le voit, puis il va dans sa colère et il la guérit. Ah, mais ça marche comme ça, ok. Et donc c'est rassurant. Elle va pouvoir s'entraîner à être dans une zone de vulnérabilité, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Nathanaël, mais en sécurité. Et puis, l'avantage, c'est qu'il y a un accompagnateur. En l'occurrence, quand c'est mes stages, c'est moi. Si c'est avec Oriane, c'est Oriane. Nathalie, c'est toi. Et nous, on sécurise. On est à ce moment-là la garantie que si ça déconne trop, quelqu'un vient prendre le relais et va nous aider à nous dépatouiller avec les émotions. Voilà. Les inconvénients, dans mes propres stages, j'en vois pas. J'en vois pas. C'est super intéressant. Les seuls que je vois, c'est que s'il n'y a pas d'intégration, de régulation intérieure des émotions, on va ressortir avec des blocages. Donc, ça va être comme dans la vie quotidienne. Là, c'est faire l'expérience d'autre chose. C'est une expérience où, au fur et à mesure des jours, on vit des trucs avec les gens et on a le droit d'avoir des émotions, d'être bloqué, on peut les partager, on peut aller voir ce qui se passe, on peut aller voir les phénomènes transférentiels. Machin truc, il m'énerve. Plutôt qu'aller faire chier machin truc, on va dire, tiens, qu'est-ce que machin truc, il me fait vivre? Ah, machin truc, il me rappelle ma mère. Il me rappelle mon père. Ah, chouette, je peux aller voir ce qu'il me rappelle. Et du coup, on va lever le filtre qu'on avait devant les yeux. Là, c'est vraiment le truc qui nous empêche de voir, de sentir. C'est plus là, c'est le méga masque. On le lève et là, on voit l'autre tel qu'il est. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est tout à fait banal. Et puis, pourquoi je m'énervais sur lui? Ça n'a plus aucun sens. On lève les phénomènes de transfert qui nous empêchent de relationner tranquillement. Là, ça, c'est l'avantage des stages aussi. En fait, c'est une bonne question. Merci Fabien. Je pourrais lister les avantages des. Je crois que je l'ai fait d'ailleurs sur une de mes pages, de lister tous les avantages. Alors, l'inconvénient, c'est que parfois on a besoin d'aller dans des zones où on a. Alors, je précise aussi que dans mes stages, je fais travailler les gens souvent en binôme. J'accompagne, je monte, j'invite les gens à se responsabiliser pour apprendre. On est mis, c'est un peu comme dans la vraie vie. Je veux dire, si vous avez des enfants, ils ont des émotions. Vous devez être capable de les accompagner. Vous n'allez pas déléguer le truc à quelqu'un d'autre. Donc là, c'est l'occasion d'apprendre à accompagner quelqu'un qui a de fortes émotions. Voilà. La difficulté, c'est que parfois, l'accompagnant, il est en formation. Donc, il ne sait pas comment déjouer les mécanismes, ces retors de l'inconscient ou des mécanismes de protection qui n'ont pas envie forcément de libérer l'émotion à ce moment-là. Et qui vont jouer, qui ne veulent pas aller voir. Donc moi, je suis un peu plus expert, et à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir des séances individuelles parce que je vais être plus contenant. C'est-à-dire que je vais plus déjouer les pièges. Ce n'est pas les pièges, mais je vais plus accompagner les parties de soi qui sont gardiennes ou qui ont été gardiens, qui ont protégé et qui ont eu leur rôle, mais aujourd'hui, ils n'ont plus leur place. Voilà, donc, elles viennent en mécanisme de défense protéger quelque chose qui ne veut pas bouger. Mais ça a du sens. Là, en individuel, peut-être que je suis plus performant à certains moments. Mais des fois, non. Des fois, c'est dans les groupes que ça se libère très bien. Voilà. Il y a des gens qui sont des super accompagnants parce qu'ils vont dire la chose parfaite au bon moment. Très intuitif. Oui. Oui, bon, c'est vrai qu'en accompagnement individuel, il y a quand même différentes portes à travers l'expérience, à travers toutes les méthodes qu'on a pu apprendre, de comment je vais. Moi, par exemple, j'accompagne quelqu'un en ce moment qui est très kinesthésique, c'est-à-dire qu'il a surtout des sensations physiques, mais il est incapable de visualiser une scène, donc de créer par exemple un scénario de guérison ou une visualisation positive. Et à ce moment-là, les outils que je vais utiliser, on va passer par la respiration, par le toucher, par les mouvements naturels, par les tremblements, par la vocalisation. Peter Levine le montre bien, mais juste de faire, quand on ressent une émotion forte, de faire ouh comme ça, ou de laisser émerger un son, ça permet de sortir. Et donc vraiment, on prend cet axe du corps pour aller flirter avec la blessure et l'autoriser à se libérer. C'est vrai que les accompagnements individuels rassemblent différentes approches, on peut aller en profondeur via différentes portes, quoi.
Est-ce que, Jean-Guillaume, tu peux nous donner une approximation de temps qui nous permettrait d'avoir guéri le plus gros de nos traumatismes? C'est la question à 1000 euros, ça. C'est la question à 1000 euros parce qu'on parle d'une... Les psychanalystes, souvent, on parle de 15 ans d'analyse. Est-ce que ça a vraiment un Oriane, sens? tu es en écho. Tu es en écho, je pense que tu as une page ouverte. Non. En tout cas, on a compris la question, la durée, le temps. Ça dépend où tu veux aller. C'est-à-dire que quand j'ai des personnes qui viennent me voir et qu'elles elles veulent ça, je sais pas, elles sont vraiment mal, elles sont pas bien, il y a un traumatisme très, très clair, elles ont été violées, tu vois, voilà, un truc horrible. Bon, là, il y a un travail thérapeutique qui peut être mené assez rapidement et qui peut amener à un état de mieux-être. Voilà, c'est bon, elles ont réussi. Des fois, en une séance, c'est réglé. Après, tout dépend d'où on veut aller. Je me rappelle une personne qui avait mal au dos depuis 20 ans, il n'y avait rien qui marchait. Bon, je l'accompagne en une séance, elle sort, j'ai enfin plus mal au dos. Bon, je suis surpris, moi, le premier, tu vois. Ouais. Mais tu peux voir plein de thérapeutes qui te raconteront ça. Ça dépend d'où on veut aller. Donc là, on obtient un résultat qui est tangible, qui est visible, la personne, elle est contente. Nous aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a guéri en profondeur. La guérison en profondeur, c'est ce qui va peut-être prendre toute une vie. C'est peut-être là où on va devoir aller traverser des couches et des couches extrêmement douloureuses qui vont nous amener à un endroit que tous les grands inventeurs, je ne sais pas si tu penses au cri primal ou tu parlais de Arnaud Desjardins. Denise Desjardins, sa compagne, avait mis en place le laying qui était laissé les gens s'allonger, laisser le corps faire. C'est très proche du cri primal. Mais on va voir que dans tous ces processus-là, et on pourrait regarder dans toutes les autres techniques qui existent de par le monde, il y a quelque chose qui demande un certain temps. C'est comme si l'être humain devait accepter de lâcher prise sur la finalité pour pouvoir descendre au plus profond de lui. Et rares sont les gens qui, à un moment donné, arrivent à faire cette bascule et quelque chose s'installe en eux d'une grande profondeur, d'une grande qualité. Parfois, c'est dans un seul domaine, parfois, c'est dans plein de domaines. Mais il y a des êtres qui, incarnés sur Terre, le vivent profondément, vivent cette transformation et sont d'une grande sérénité. En tout cas, il est clair que quand on fait un processus thérapeutique, ne serait-ce que sur quelques années, quand il est bien mené, il y a une vraie mutation. Il y a plein de trucs auxquels on ne réagit plus, on est plus calme, on est plus posé. C'est une évidence. Ça s'installe. Après, c'est la mise en danger de l'être. C'est-à-dire, ok, tu as trouvé ton confort, ça va mieux. Normalement, quand tu as trouvé ton confort, tu as envie d'aller plus loin. Donc, tu vas devoir sortir ta zone de confort. Et là, bingo, tu sors ta zone de confort et tu as tout le paquet émotionnel qui n'était pas réglé, toutes les zones plus profondes qui vont remonter. Et ainsi de suite. Donc, c'est spiralaire comme mouvement. Ça monte ou ça descend, on s'en fout. Quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui fait qu'on repasse par les mêmes endroits, mais à chaque fois, on est invité à gagner en qualité d'être, en sagesse. Donc, ça devient une question à laquelle on s'en fout un peu. Quoi. On sait que de toute façon, on sera amené à repasser par un endroit où on est déjà passé, mais peut-être plus en profondeur. Et peut-être qu'à un moment, ça cessera ce mouvement-là. Mais au moment où on le fait, pour moi, la question n'a pas de sens. La question qui a du sens, c'est qu'est-ce que je fais là avec ce que je suis maintenant sur Terre. Si je suis mal, ouais, je m'en occupe. Comment je peux retrouver un état d'équilibre? Mais l'état d'équilibre, il dépend de tellement de facteurs. Il dépend de l'extérieur, de la société dans laquelle je vis, de comment je... Voilà. Et que la quête du bonheur pour être heureux, juste pour être heureux, c'est un super gros piège. Juste vouloir être heureux pour être heureux, bon, alors c'est sûr qu'on ne sera jamais heureux. C'est une quête illusoire. La question, c'est, je suis venu sur Terre faire quelque chose. C'est une planète merveilleuse, avec des gens sympas partout, des animaux incroyables, des bébêtes dans tous les coins. Et nous, on vit ça dans notre société comme un truc horrible. Il y a des virus méchants qui nous attaqueraient de tous les côtés. Et qu'est-ce que je fais de ça? Et comment je peux trouver le moyen de vivre cette expérience de la façon la plus intéressante pour moi? Alors évidemment, quand on a plein de traumas du développement, qu'on vit dans une guerre et qu'on attaque de tous les côtés, c'est difficile de se poser ces questions-là. On est juste en train d'essayer de survivre. Mais peut-être que nous, là où on est aujourd'hui, on n'est plus en train de survivre. Encore qu'il y a des gens qui le soient. Hein. Mais quand on arrive à se poser la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui est important pour moi, alors on sort de la nécessité de dire combien de temps ça va durer. Parce que ça va commencer à muter. On va commencer à pouvoir sortir de notre zone de confort. Évidemment, ça va d'abord demander de guérir tous les traumas les plus grossiers pour pouvoir gagner en estime, en confiance et commencer à agir. C'est une base.
Ça peut prendre quelques séances pour certaines personnes, d'autres quelques années. Et tout dépend aussi du rythme. On devrait parler en nombre d'heures ou en nombre de déblocages. Dans le cri primal, la procédure thérapeutique, c'est 1 mois avec un thérapeute tous les jours, pendant plusieurs heures. Et donc, Janov a publié dans ses documents, ceux qui aiment les trucs scientifiques, moi j'aime bien, enfin scientifique, il a publié des scanners cérébraux, enfin pas des scanners, des encéphalogrammes, des résultats d'encéphalogrammes, donc on voit différentes choses dans les mouvements du cerveau, et on voit l'abaissement des tensions nerveuses dans le corps et dans l'être. Ça se voit, c'est visuel. C'est-à-dire qu'au bout d'un mois, la personne est réellement plus apaisée. Alors évidemment, si on voulait vérifier, il faudrait comparer avec un gars qui a passé 1 mois au Club Med, et on pourrait voir s'il y a une différence. Peut-être que c'est simplement de prendre 1 mois de repos et de rien faire d'autre, peut-être suffisant, et que pendant 1 mois, quelqu'un s'occupe de lui. Moi, je ne suis pas sûr, je pense que ça va plus loin. Il y a réellement des transformations profondes dans l'activation des processus naturels, qui peuvent s'activer sur la plage au Club Med. Hein. Le soir aussi en dansant, oui, ça peut s'activer. Mais il y a plein de moments où ça s'active naturellement. Donc, la question est intéressante, mais elle biaise l'intérêt d'aller faire un processus. Pour moi, c'est un processus naturel de mutation humaine. Voilà. Super, merci Jean-Guillaume. Alors, il y a un thème qu'on aimerait aborder pour terminer, c'est celui de l'altérité. En quoi vivre avec des gens nous réveille plus de blessures qu'en vivant seul, et pourquoi les tentatives de communauté, d'écolieux, mais aussi des associations de toutes sortes, que ce soit les associés en entreprise, les projets associatifs, et puis même plus fréquemment le couple, pourquoi toutes ces associations échouent aussi fréquemment? C'est une vaste question. Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses. Peut-être que j'ai un élément de la réponse parce que c'est d'une grande complexité. Si on prend par exemple l'altérité et des parents avec des enfants, ce qui est un cas très simple. L'altérité, c'est d'être confronté à l'autre et on est confronté à nos enfants. Et nos enfants sont des êtres d'une grande sagesse. Ils sont authentiques, ils sont parfaitement sains. Simplement, leur néocortex n'étant pas terminé, ils vivent leurs émotions, mais à plein pot. Ils sont pas à même de les refouler, ils ne peuvent pas les réguler comme nous on fait. Ils ne peuvent pas les transmuter naturellement, ils n'ont pas le cortex qui leur permet d'observer ce qui se passe. Donc ce sont des êtres d'une grande sagesse, simplement quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils le vivent à 100%, sans filtre. Donc ils vont nous confronter à quelque chose que nous, notre génération, on ne sait peut-être pas gérer. On ne sait pas gérer, le mot est peut-être pas très juste. On ne sait pas quoi en faire. On voudrait le gérer justement. On voudrait le classer, on voudrait qu'ils arrêtent. Je généralise peut-être, mais globalement, c'est ce qui se passe. Et ça, au moment où nos enfants vivent par exemple une grande colère, si on ne sait pas faire, c'est parce que nous-mêmes, on est réactivé dans un endroit de notre être, dans le passé, où nos parents, quand on était en colère, ne savaient pas quoi faire. Et donc, par mimétisme, on va répéter l'automatisme. Tais-toi, arrête. Si on a reçu des baffes, on va leur mettre des baffes. Si on a été envoyé dans sa chambre, on va les envoyer dans sa chambre. Voilà. Et l'autre va nous renvoyer sans arrêt à un passé non guéri. Donc, quand on va rencontrer un chef dans une structure, et ben on va être renvoyé à nouveau à comment nos autorités du passé, donc nos parents, se sont occupés de nous. Si nous, on est chef, on dirige quelque chose, on va reproduire certainement la façon dont ça s'est passé avec nos enfants. Donc tout ça, évidemment, on peut le changer, mais ça demande d'avoir vraiment conscience qu'il y a des mécanismes psychiques intérieurs. Et souvent, la culture dominante nous invite à changer les comportements, à les modifier en se forçant à être autre chose que ce qu'on est, et en évitant la phase intériorisation-guérison. La phase d'intériorisation de guérison, elle a vraiment été puissante dans les années 70, 80, 90. Dans les années 2000, il y a un arrêt, et on va basculer sur des techniques plus comportementalistes qui visent à répondre aux problèmes sans aller voir en profondeur. Alors, c'était des démarches, c'est des explorations humaines, hein, elles sont intéressantes, et maintenant, on peut peut-être se réapproprier dans ces groupes-là, dans les écolieux, par exemple, qu'il est possible qu'on soit réactivé par l'autre, parce que ça nous rappelle toutes nos blessures. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. Peut-être que les temps d'intériorisation que les groupes cherchent souvent, on va faire de la méditation, on va faire des choses, on va essayer de faire des activités communes, sont uniquement des moyens de chercher à réguler ces émotions bloquées. Et que le mouvement intérieur n'est pas une culture encore habituelle.
il y a des groupes qui ont mis ça en place. Je pense à une personne que j'ai interviewée, qui est psychohistorien. C'est Marc-André Cocteau. Jean-Marc Cotton. Marc-André. Je vous invite à voir l'interview qu'on a fait de lui dans le Forum de l'Enfance Libre, ou à lire ses livres. Et Marc-André Cotton connaît le processus. Il ne l'appelle peut-être pas comme ça d'intériorisation, mais il a créé un collectif où c'était l'objectif, c'était de profiter de l'altérité pour se guérir et se transformer. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir certainement dans les sociétés où il y a des êtres qu'on appelle éveillés, des sages, des maîtres. Les gens viennent voir ces gens-là pour pouvoir en profiter et bénéficier d'une transformation à leur contact. Voilà, donc peut-être que nous, en Occident, on a cette intériorisation, ce travail de fond à faire pour pouvoir vivre d'une manière collective et harmonieuse. Et faire l'expérience que ça ne marche pas aussi. L'altérité va peut-être nous montrer qu'à des moments, on n'y arrive pas. Bon, ben tant pis, on fait l'expérience, on ne marche pas. Je pense aussi à des exemples qui montrent que c'est ça notre fond humain, c'est d'être des super bons communicants et des êtres sociaux très, très puissants, très fins. Mais notre dressage collectif, via l'école où on reste assis toute la journée et qu'on écoute un maître, fait qu'on est très obéissant, on nous a bien dressé, mais on ne sait plus collaborer. Et quand on prend les expériences où les enfants ont été laissés libres, je pense à Bernard Collot, que j'ai interviewé, qui témoigne dans ses livres, il raconte que les enfants sont vraiment des êtres capables de collaborer, de coopérer hyper facilement. Donc ça, c'est notre nature véritable, et là, l'altérité, c'est plus un problème, c'est une richesse. Mais bon, là, moi, je pense qu'en être pour moi, c'est du boulot, quoi. Enfin, c'est du boulot, c'est une transformation. Je vois bien que j'ai été conditionné à perdre ma capacité naturelle de super communicant, de super être collaboratif. Donc, je profite de l'altérité, je profite des autres pour aller voir ce que j'ai à guérir, ce que j'ai à transformer. Ça ne veut pas dire que si je suis face à quelqu'un qui me maltraite, je vais rester avec, hein, j'ai le droit de partir. Hein. C'est une possibilité de transformation à la condition que l'autre soit prêt aussi à bouger ou qu'il y a un but ou quelque chose en commun à faire. Oui, et qu'on ait connaissance et compréhension de ces mécanismes intérieurs. Moi, je vais prendre l'exemple très concret de récemment, j'étais avec une amie et sa petite fille qui me sollicite beaucoup sur du temps, sur faire des activités, et je sens vraiment profondément que quand je suis en train de faire quelque chose à l'intérieur, il y a une partie de moi qui est juste mais je suis pas disponible, et ça vient réveiller en moi une émotion de non, je suis occupé. Et ce qui est rigolo, c'est que ça me rappelle mais très précisément quand j'étais petit et que j'étais dans cette situation et que je disais papa, 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 et qui m'écoutait pas parce qu'il était en train de faire quelque chose d'autre. Et en fait, je me retrouve exactement dans la même situation que mon père, qui reste absorbé par son truc, au lieu de me demander de me donner l'attention dont j'avais besoin. Et Oriane disait, et à juste titre, et c'est ce que tu expliques, c'est hyper difficile de donner ce qu'on n'a pas reçu. Et effectivement, d'avoir la compréhension de ces mécanismes des émotions et de ce que ça réveille en moi, ça me permet d'en prendre conscience quand je reçois cette émotion, d'aller la libérer, de l'explorer dans ma thérapie notamment, et du coup de pas reproduire ce schéma et peut-être cette attention que mon père ne m'a pas suffisamment donnée quand j'en avais besoin, peut-être moi de pouvoir la donner à mes propres enfants et d'arrêter ce processus en fait de psychohistoire, c'est ce dont parle Marc-André Cotton, c'est-à-dire de répétition des blessures à travers les générations. Tout à fait. Tout à fait. En fait, la nature profonde de l'être humain, elle est bienveillante, elle est aimante. C'est ça notre nature véritable. Donc c'est juste qu'il y a des scories, il y a des comportements, des masques, des blocages. Il n'y a pas de réel effort à faire, il y a à se libérer de ces choses-là, les sentir, les laisser partir. C'est pour ça que la question du temps aussi que tu me posais, c'est un processus. Et on peut avoir du plaisir à le faire. Alors évidemment, les gens qui sont en super difficulté, qui n'ont pas d'argent, qui sont dans la mouise et qui ont envie de s'en sortir, c'est délicat. Mais le processus, il n'y a pas besoin forcément d'être accompagné par un thérapeute. Je vais me faire plein de gens qui vont il faut le faire accompagner. Je ne crois pas, j'assume. Je pense que c'est des processus naturels. Alors, il faut peut-être lire et regarder
peut-être que c'est mieux de se faire accompagner, qu'on peut faire des crises de panique super fortes, etc. Je crois que ce sont des peurs, c'est la peur de transmettre. Je pense que l'être humain, il est aujourd'hui capable de s'autonomiser et d'aller voir ses blessures tout seul. Puis il y a effectivement aussi une urgence. C'est-à-dire que on a besoin de faire le processus. On a besoin que ça se passe, quoi. C'est maintenant. C'est notre génération. C'est toi, c'est moi, c'est tout le monde, quoi. Si on le fait maintenant, alors, eh ben, je vous promets que dans quelques années, ça va dépoter. Alors, peut-être que tout le monde ne le fera pas, on s'en fout. Mais ceux qui l'auront fait, ils seront branchés à un autre niveau. Ils vibreront à l'intérieur complètement différemment. Le rayonnement qui sera le leur sera extraordinaire. Ça, c'est ce qu'il est possible de faire en quelques années. Ça peut prendre 10 ans, mais peut-être qu'il faut, je ne sais pas. C'est une expérience à faire. Ça dépend de nous, là, tant qu'on va se donner. Mais astrologiquement parlant, on a une opportunité énorme. On a une crise qui nous fait descendre à l'intérieur. 2020, là, on va à fond, on descend dans tout ce qui est ça. C'est pour aller voir, quoi. C'est le moment de guérison. C'est le moment de l'émergence de la vérité, de ce qui est caché. Alors profitons-en, quoi. Si vous êtes bien brassés, ceux qui écoutent, bah allez-y, allez dans vos profondeurs, quoi. Faites des stages, libérez-vous, simplifiez votre vie, allez manger cru avec Oriane et apprenez ce que c'est que manger avec son instinct, avec ses sens. Si vous êtes à Lyon, allez voir Nathanaël et formez-vous, vous prenez des massages, des choses qui vont vous permettre de descendre facilement en profondeur. Voilà. Et astrologiquement parlant, 2025, c'est un moment de renaissance. Et une renaissance qui va toucher tout plein de domaines économiques, sociaux, mais intérieurs aussi. Or, l'intériorisation nous branche à d'autres niveaux de conscience, on s'ouvre à son intuition, on s'ouvre à notre intelligence. Donc, c'est plutôt ce qui peut nous arriver de mieux, là, c'est de le faire. Voilà. C'est de vivre cette expérience. C'est clair. Oui. Est-ce qu'on peut terminer du coup cet entretien et que tu nous partages tes prochaines dates de stage, Jean-Guillaume? Oui, alors, les prochaines dates de stage, elles sont à peu près fixées, mais comme il y a eu le Covid, ça a tout bousculé dans ma vie familiale, donc j'ai des données que je n'avais pas il y a une semaine, donc je suis en train de les revisiter pour réaménager. Mais en gros, j'ai un stage qui a lieu à Colmar, en co-animation avec une amie qui s'appelle Charlotte Dartaille autour du jeu et de l'accompagnement des enfants. Donc c'est à destination des parents qui ont envie d'accompagner leurs enfants autrement et qui se posent la question, par exemple, de la déscolarisation. Donc on va leur donner des outils, on passera par la question aussi du jeu libre, de comment accompagner ces enfants dans des apprentissages libres, informels et autonomes. Donc ça, c'est sur Colmar. Oui, j'ai regardé le programme et ça a l'air passionnant. Ouais. Je pense c'est top. On va faire un truc... et c'est en intégrant les enfants. C'est-à-dire qu'il y a plein d'activités de transformation, les enfants pourront participer, selon leur âge, évidemment. Voilà. Donc c'est une nouvelle façon de se transformer, de ne pas exclure ce qu'on appelle les enfants. Ça, c'est chouette. Voilà. Après, je pense que j'ai une série de stages dans l'été qui sont en train de se construire. En gros, ils auront lieu dans le sud de la France, normalement, au Mas des Prés, qui est un lieu crudivore, instinctif, donc, qui pratique l'alimentation sensorielle. Donc, c'est aussi une façon d'apprendre ça. Et il y aura au moins 2 stages là-bas, fin juillet, début août. Et puis, il y avait d'autres surprises. Il faut aller sur mon site, qui sont en construction, peut-être à nouveau en juillet autour de l'enfance, peut-être aussi quelque chose sur le corps et la sexualité. Tout ça est en réflexion. Voilà, j'ai tout dû réajuster à cause de ces questions de virus et de choses à changer. Ouais. Sinon, ton site est affiché sur l'écran, hein, l'atelierdeBélier.com. Ce que j'observe, c'est que souvent, je me déplace. C'est-à-dire que si vous avez ça vous intéresse de découvrir ça de manière collective, j'ai souvent animé des stages, j'en anime encore, où c'est moi qui me déplace et on fait ça chez les gens. L'été, c'est mieux dehors, sous les arbres. Il y a un salon à côté, c'est bien. Voilà, c'est des petits groupes d'une dizaine de personnes, c'est chouette. Vous avez envie de faire ça avec vos amis, vous m'appelez, on regarde quand est-ce qu'il y a un week-end qui est disponible, 2-3 jours, et tac, vous avez votre formation. Et voilà. Super. Merci. Oriane, est-ce que tu veux partager tes stages et tes accompagnements aussi? Ouais, alors moi, je ne fais pas de stage d'écologie intérieure pure et dure, mais je fais des stages d'alimentation sensorielle qui sont basés aussi sur des processus spontanés.
Donc, vous avez plus de renseignements sur mon site accompagnement-rené.fr. Et le prochain stage d'alimentation sensorielle se tiendra à Lyon le 27 et 28 juin. Et donc, c'est l'occasion de parler alimentation avec beaucoup de flexibilité et sans dogmatisme. J'y tiens. En 2 mots, Voilà. c'est quoi, Oriane, l'alimentation sensorielle en 2 mots? Alors, l'alimentation sensorielle, c'est faire confiance à son corps pour savoir ce dont on a besoin au niveau alimentaire, nutritif. Donc, on utilise l'olfaction pour savoir ce dont on a besoin. Ça permet d'être en meilleure forme, en meilleure santé. On a des stagiaires qui se sortent de maladies parfois très, très lourdes, juste en changeant leur alimentation et en répondant parfaitement à leurs besoins avec leur propre sagesse. C'est passionnant. Donc, c'est les aliments crus et non transformés. Et donc, moi, je vois Oriane et puis ma propre pratique un peu plus épisodique, mais effectivement, au niveau du niveau d'énergie, notamment, on voit une différence instantanée. Et puis, Oriane propose aussi donc de l'accompagnement à la grossesse et de l'accompagnement émotionnel. Est-ce que tu veux en dire 2 mots aussi? Alors, l'accompagnement émotionnel, il se fait plus dans l'ensemble. Et pour moi, l'accompagnement à la grossesse, c'est holistique. On peut voir aussi bien l'alimentation que, en passant par des massages, la posture et puis l'émotion, comment réussir à être prêt à accueillir son enfant dans les conditions qu'on veut. Voilà. Toi, Nathanaël, tu as aussi des stages d'écologie intérieure, d'alchimie émotionnelle à Lyon. Quelles sont les dates? Donc, moi, je suis sur Lyon et donc je propose l'accompagnement individuel, que ce soit l'accompagnement thérapeutique, donc en utilisant les outils de l'écologie intérieure, donc les processus naturels de libération des émotions, en passant par le corps dont on vient de parler, et toute une approche psychocorporelle en utilisant le mouvement, la respiration, le toucher, la vocalisation, pour aider le corps à libérer les charges émotionnelles qui déclenchent des émotions aujourd'hui. Donc, je fais des accompagnements à Lyon et aussi à distance. Je propose aussi des massages hawaïens, lomi lomi. Donc, c'est des massages avec les mains et les avant-bras très fluides le long du corps. Donc, ce sont des massages bien-être, mais qui travaillent aussi au niveau énergétique et qui permettent de lâcher prise de manière profonde. Et peut y avoir aussi des réactions émotionnelles et de libération à ce moment-là. Et puis, donc, j'organise 2 stages. Un premier, c'est un week-end de stage d'introduction, d'initiation à l'écologie intérieure à Lyon. C'est le 11 et le 12 juillet, donc samedi et dimanche. Et on va aborder donc la sagesse intérieure, la transmutation directe, le scénario de guérison et puis la création de réalité et les obstacles inconscients à sa manifestation. Et donc, les dates sont encore déterminées, mais en septembre 2020 aussi, je vais animer un week-end stage d'initiation au massage hawaïen Lomi Lomi, et donc aux différentes qualités de toucher, à l'intention, à la présence, à la respiration, pour pouvoir toucher de la manière la plus sensible et juste possible, pour pouvoir donner à la personne qui reçoit le massage ce qu'elle a besoin de recevoir. Voilà. Super. Eh bien, on va continuer avec Nathanaël de faire des lives avec des personnes justement qui parleront aussi des émotions. On a évoqué Yann Thibault et puis d'autres restent à venir. Merci beaucoup Jean-Guillaume pour tout ce que tu nous as apporté, tout ce que tu nous as appris. Et puis n'hésitez vraiment pas à y aller avec Nathanaël. On est passé dans ses mains tous les deux et on en est ressorti grandi. Merci infiniment Jean-Guillaume, pour l'étendue de tes connaissances. Et voilà, moi c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est de rassembler toutes ces pièces de savoir et de pratique et de les amener ensemble pour pouvoir amener dans l'accompagnement ce qui est juste. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne suite. Merci tout le monde. À bientôt. Et puis bonne soirée. Salut. À bientôt.